Bonjour à toutes et tous. Nous sommes là pour notre webinaire. Aujourd'hui, on va toucher une question très intéressante, je dirais même une des questions capitales. Juste pour revenir un peu en arrière, dans les deux premiers webinaires de notre cours, on a eu d'abord disons un premier webinaire introductif sur les objectifs de la formation. On a pu aussi faire le tour des participants et comprendre vos nécessités, disons vos situations un peu plus en profondeur. Le deuxième webinaire, par contre, la semaine passée, je pense, on a eu une très belle discussion sur l'articulation entre politique de développement des compétences et politique d'emploi avec notre collègue Éléonore Dachon du service des politiques d'emploi à l'intérieur du département d'emploi disons, au siège central de l'OIT à Genève. Aujourd'hui, encore une fois, on a un autre expert du siège central de l'OIT. Il est avec nous, Pedro Moreno de Fonseca, qui se connecte depuis Genève pour continuer à discuter avec nous. Pedro, peut-être tu veux faire une petite brève introduction de toi-même. Merci Stefano. Bonjour, je suis Pedro. Comme Stefano a dit, je suis au siège central de l'OIT à Genève. Je suis un spécialiste aux apprentissages tout au long de la vie. Et je travaille beaucoup avec ces affaires de politique et stratégie en compétences et apprentissage tout au long de la vie. Je vous en prie aussi de m'excuser mon français qui n'est pas parfait, mais j'essaierai aujourd'hui de faire mon mieux pour être compréhensible et relevante pour vous. Merci. Merci beaucoup. Pedro travaille disons, dans l'unité, dans le service justement des compétences et employabilité à Genève et en particulier dans l'unité qui s'occupe des politiques et stratégies. Donc, je dirais c'est notre spécialiste sur les questions d'apprentissage tout au long de la vie. Et donc, aujourd'hui, il nous guidera sur une thématique qui est une thématique centrale par rapport à l'élaboration et à la gestion des politiques de développement de compétences telles que notre cours veut s'axer. Il va nous faire une présentation et animer un débat sur les questions de la gouvernance de ces politiques. Or, évidemment, quand on parle de gouvernance, on parle de la fonction quelque part principale du système de développement des compétences. C'est là où on prend les décisions, c'est là où on définit les objectifs et les priorités. Nous sommes donc très contents de pouvoir agir sur ces questions aujourd'hui et réagir avec vous. Alors, peut-être, comme vous le savez, j'aime partir des participants. Comment fonctionne dans votre pays la gouvernance des politiques de développement des compétences? Donc, peut-être, ça serait ça ma première question pour comprendre quel type de gouvernance vous pouvez penser avoir. Je vois en particulier aujourd'hui notre délégation mauritanienne très active. Donc, comment ça se passe? Quel est comment vous décririez la gouvernance du système de développement de compétences chez vous? Je ne sais pas qui ose prendre la parole en premier. Monsieur Yal, allez-y. Monsieur Mané, non. Voilà, moi je pense que Monsieur Mané est plus... Oui. Mané est plus indiqué. Mané, il n'est pas encore connecté. Donc, alors, Yal. Arrive. Donc, on attend. Fodji va prendre la relève. Non, Yann, toi, tu peux répondre par rapport à la problématique de l'emploi. Hein? Non, c'est... Oui, vas-y, Yann. C'est surtout exactement le niveau de gouvernance. Je pense qu'ils sont en train d'essayer de voir exactement au niveau de notre pays, au niveau de la gouvernance par rapport à la formation non professionnelle.
En tout cas, si je ne m'abuse, même s'il y a exactement des structures donc, prévues, donc à mon sens, je pense exactement qu'elles ne sont pas du tout donc, opérationnelles. En tout cas, c'est ce que je peux dire par rapport donc, à la... On a un peu perdu le point. Monsieur Yal, vous disiez, la gouvernance de la formation professionnelle, c'est chez qui? Je disais que même s'il y a des structures de gouvernance au niveau de la formation professionnelle qui sont donc prévues par les textes, je pense qu'elles ne sont pas totalement opérationnelles. Enfin, je parle sous le contrôle de M. Lokmani qui n'est pas là, en tout cas qui est plus habilité à nous donner des réponses donc, plus précises par rapport donc, à la question de la gouvernance par rapport. OK. Donc, il y a des structures dans les textes. Pas toutes les structures sont opérationnelles. Donc, ça, c'est un peu les éléments que vous pouvez nous amener. Monsieur Diagana, vous voulez peut-être compléter? Oui, en fait, quand on parle de gouvernance, il faut un petit peu évoquer les structures qui interviennent dans ce domaine. Quand on prend la structuration, l'enseignement professionnel, technique et professionnel, il est ancré dans un département ministériel où on a une entité qui est la direction générale de l'enseignement technique et professionnel. Et dans cette direction générale, qui est tout à fait une direction qui est sous la tutelle des ministères, et cette direction n'a pas une entité décisionnelle indépendante de l'administration. C'est une direction générale qui va tout simplement mettre en œuvre les directives, les décisions, les orientations du gouvernement en matière d'enseignement technique et professionnel. Maintenant, à côté de cette direction générale de l'enseignement professionnel, nous avons en dessous l'ensemble des centres et écoles de techniques de formation technique et professionnelle. Pour certains, par rapport à leur spécialité, il peut y avoir soit un comité d'orientation et un conseil d'administration. Et là, c'est une instance, certes, de décision, mais une instance de décision assez limitée par rapport à la gestion et au fonctionnement de l'entité où ils sont issus. Et à côté de toute cette structure, c'est pourquoi on a évoqué que M. Mané pourrait répondre, on a l'INAP-FTP, c'est l'Institut national pour un petit peu formaliser tout ce qu'il y a comme formation à dispenser dans les centres de formation. Maintenant, cette INAP, j'ose croire qu'il y a effectivement soit un comité de pilotage ou un comité d'orientation qui est également là, mais est-ce que ce comité a la latitude de rentrer jusque dans le contenu du développement des compétences? Là, c'est pourquoi on dit que leurs capacités sont plus ou moins limitées. Quelle est la composition de cette entité décisionnelle au sein de l'INAP-FTP? Maintenant, dans la démarche de l'INAP-FTP, on a un certain nombre de projets qui viennent s'ancrer, se gréver. Et tout projet qui arrive a une instance de décision qui s'installe, mais cette instance de décision, on se force là à respecter la tradition, c'est-à-dire à mettre dans ces instances de décision les représentations des employeurs, des employés, ainsi de suite, pour la société civile, pour avoir une certaine visibilité de progression du développement des compétences. OK, maintenant, merci. Dans tout ça, juste un élément, tout récemment, avec le ministère de l'Enseignement, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, au début de cette année, au mi de cette année d'ailleurs, on a fait une tournée générale dans toutes les régions de Mauritanie avec ce qu'on a appelé la révision de la carte professionnelle, de la formation professionnelle. Monsieur Diagana, je vous conseille peut-être de couper la vidéo, de gagner un peu de et ça a été comme un forum. Dans quelles compétences, dans quel domaine? OK. Ben là, ce n'est pas une instance de décision, mais plutôt une instance de coordination. Concertation. Ça coupe un petit peu, je pense qu'on a bien entendu. Donc, vous avez dit, il y a le ministère, la direction générale, il y a l'INAP-FTP, Institut national, mais aussi après le fonds de formation. Il y a des différents cadres de projets
qui sont mis en place et qui englobent aussi les représentants des partenaires sociaux de la société civile. Et maintenant, il y a aussi une mise en place de structures, au moins de concertation, de coordination au niveau local, régional, avec les forums régionaux. Avant de passer à Serge, donc à la RDC, mais Monsieur Béchir, rapidement, si vous voulez compléter ce que les collègues ont dit par rapport à la situation en Mauritanie. Oui, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Monsieur Stefano, bonjour tous les collègues et bonjour Monsieur Pedro. Je crois qu'on s'est rencontrés à Abidjan avec Monsieur Pedro dans le cadre de la Job Facility. Voilà. La Job Facility. Donc, je suis très ravi de le voir avec nous aujourd'hui dans ce webinaire. Et pour compléter seulement, comme l'ont dit les collègues, les mieux placés pour nous parler du système de gouvernance de la formation professionnelle en Mauritanie, certainement, c'est notre collègue Mané qui n'est pas encore là. Mais je voudrais dire qu'en Mauritanie, on constate, comme l'ont dit les collègues d'ailleurs, qu'on constate qu'il y a des organes de gouvernance au niveau central, qui sont les ministères et la direction générale, au niveau régional, qui sont les écoles de formation, qui jouissent d'une certaine autonomie, mais au niveau local, on ne constate pas qu'il y a déjà, qu'on a déjà, et je parle avec beaucoup de précautions en attendant qu'Amané le confirme, au niveau local, il n'y a pas des instances de gouvernement au niveau local. Donc, ça s'arrête, c'est l'observation que je voudrais avancer, que ça s'arrête au niveau régional. Merci. Okay. Merci beaucoup. Monsieur Rwamba, Burkina, est-ce que vous voulez nous raconter au moins quelle est votre perception par rapport à la gouvernance du système de développement des compétences dans votre pays? Peut-être mieux. Ouais. Oui, allô? Allez-y, on vous entend bien. Oui, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Non, je vais vous demander si vous pouvez nous dire comment se structure la gouvernance du secteur formation professionnelle, développement des compétences au Burkina. Ok, d'accord. Ok, la gouvernance au niveau de Burkina est assez centralisée avec le ministère en charge de la formation professionnelle. Et bon, il y a des démembrements au niveau des régions et à travers les directions déconcentrées du même ministère, qui a des centres de formation dans les différentes localités, des centres spécialisés, voilà, des centres spécialisés de formation professionnelle dans les différentes régions et localités. Voilà. Mais il faut reconnaître que, oui, la structuration, la gouvernance avec l'implication des différents acteurs sociaux et autres, bon, on voit beaucoup ça au niveau central. Je ne suis pas certain qu'au niveau régional, cela fonctionne déjà. Et voilà, je n'ai pas cette information. En fait, il faut dire que moi, je travaille dans le domaine avec des ONG, je ne suis pas du ministère, donc je n'ai pas toutes les informations actuellement sur la structuration des départements chargés de la formation professionnelle. OK, merci beaucoup, mais je pense que vous avez déjà donné des éléments, donc un ministère, des directions de formation professionnelle au niveau régional et après les centres de formation qui structurent aussi la gouvernance. Dernier pays, peut-être la RDC. Donc, je vois que Orphée, Madame Orphée et Monsieur Serge sont tous les deux connectés. Donc, peut-être on leur laisserait la parole pour nous raconter un petit peu la gouvernance du développement des compétences de la formation professionnelle en RDC. Pays complexe. Merci, cher Stéphane. Il y a deux structures qui s'occupent de la gouvernance en RDC. La première, c'est ce que je vous ai expliqué là. Par exemple, pour l'INPP, on a un conseil d'administration où il y a le gouvernement, les syndicats et le patronat, la tripartite qui garantit la gouvernance. Ensuite, pour ce qui est de questions de... Parce que, en fait, les entreprises cotisent, payent une sorte de cotisation patronale pour contribuer à la formation. Les financements, c'est fait par la cotisation patronale. Et le gouvernement qui est là, à l'intérieur, canalise ou gère une structure on appelle chez nous, qui est appelée guichet unique.
Donc, le gouvernement connaît qu'est-ce qui a été versé dans la structure qui est responsable en charge de la formation professionnelle, et dans les conseils d'administration et les syndicats de travailleurs et le patronat et le gouvernement sont informés sur le fonds reçu pour le financement de la formation professionnelle. En outre, pour la question de la gestion, il y a une structure étatique qu'on appelle Inspection générale de finances, qui fait une sorte de patrouille ou de police financière pour savoir qu'est-ce que vous avez reçu, comment vous avez dépensé cet argent. Alors, au-delà de ça, pour des questions de développement des compétences, il y a une structure qui a été mise au point, c'est une structure interministérielle qu'on appelle Commission nationale des certifications professionnelles. Ça prend en charge toutes les structures qui s'occupent de questions de formation professionnelle. C'est cette structure qui est en charge de reconnaître les compétences qui sont décernées dans les structures qui organisent la formation professionnelle. Il est vrai que cette Commission nationale des certifications professionnelles est toute jeune. L'ordonnance qui institue cette commission ne date d'il y a 2 ans pratiquement. Dans nos pays africains, 2 ans, ça ne représente absolument rien. La mise en œuvre de telles structures, ça peut prendre… la mise en œuvre effective des structures, c'est entre 5 et 10 ans pour que ça s'asseye. Mais comme nous-mêmes, INPP, assumons le secrétariat permanent de cette structure, c'est vrai, le fonctionnement de cette structure nous pèse un peu, c'est à charge de l'INPP à ces moments. Chaque fois qu'on a de réunions pour asseoir cette commission de certification, et c'est nous qui payons ou qui pesons un peu du poids pour que ça avance. Globalement, c'est un peu ça qui est à la base de la gouvernance. Et au-delà de ça, pour reconnaître, par exemple, les compétences des différentes structures et de différentes entreprises et structures qui organisent l'enseignement technique et la formation professionnelle, il y a ce qu'on appelle skills competitions. Au niveau, on est en train d'asseoir ça globalement au niveau du pays et au niveau aussi de l'Afrique australe. Et c'est Madame Siblim qui est vraiment en charge des structures. Je ne sais pas si elle est connectée. Elle peut vous parler globalement de comment ça s'est fait, cette compétition de compétences qu'on organise sur le plan national et sur le plan de l'Afrique australe et qu'on est en train d'importer aussi sur le plan, aller essayer de voir comment on peut compétir en international. Si Madame Siblim elle est là, elle peut me compléter. Ok, merci beaucoup. Peut-être pour compléter à propos de l'EuroSkills, comme il venait de parler tout à l'heure, c'est une structure que nous avons commencé il y a à peu près, je crois, 7 ans déjà. Nous sommes en train, donc les jeunes allant les jeunes allant de 18 ans à 25 ans, qui peuvent mettre en exergue leurs compétences dans différents métiers. On n'est pas tellement, bon, c'est comme pour dire les jeunes qui ont ces talents en eux, au lieu de les négliger, nous essayons de pouvoir le réveiller de façon qu'ils puissent mettre en exergue leurs talents. Il y a des menuisiers. Madame Kiege, merci beaucoup. Peut-être on va revenir sur ce point de la compétition plus tard. Je voudrais juste terminer, merci, parce que déjà, je pense que Serge a un peu fait le tableau de la situation de la gouvernance en RDC. Après, sur les compétitions, je pense qu'il y a un autre dispositif qui se met en place, mais ici, on est plutôt la discussion sur la gouvernance des politiques de développement des compétences, donc plus au niveau global. Donc, peut-être on pourra en parler déjà dans d'autres, disons, dans d'autres contextes. Et je voulais juste donner la parole à M. Condé qui vient de nous rejoindre. La situation en Guinée-Conakry, par rapport à la gouvernance du développement des compétences. Donc, si vous pouvez nous esquisser un peu un tableau de comment ça fonctionne, la gouvernance du système chez vous. Monsieur Condé,
Est-ce que vous nous entendez bien? Non, je pense qu'il a eu un problème. Bon, on a déjà fait un peu le tour. Je pense qu'on a déjà évoqué pas mal de questions qui pourront être intéressantes sur les différents niveaux, les différents acteurs, les différents dispositifs. De toutes les façons, on voit encore des dispositifs dominés presque exclusivement, je dirais, des pouvoirs publics. Donc, peut-être ça, c'est aussi de la matière à réfléchir. Pedro, maintenant, je te laisserai la parole et on continuera à débattre pendant ta présentation et après. Merci Stefano. Non, ce sont déjà des éléments très importants et utiles pour la discussion. J'ai une petite présentation, je vais la partager avec vous. S'il vous plaît. Donc, je trouve. En effet, je ne trouve pas dans la liste. Ah. Là. Oui. Donc, ce que je ferais, c'est de faire un petit tour assez compréhensif sur tous les points qui peuvent être importants pour cette discussion sur la gouvernance dans les systèmes compétences et apprentissage tout au long de la vie. Et on discutera un peu ces points que vous avez évoqués, entre autres. J'espère qu'on peut aussi bénéficier de votre expérience et votre connaissance aussi d'autres systèmes si vous veuillez les référer. Donc, seulement très rapidement, le BIT a un cadre normatif pour sa activité. Je ne vais pas parler sur tous ces documents, n'ayez pas peur. Je ferai seulement référence à la recommandation 195 parce que ça donne un peu la perspective sur l'approche du BIT aussi à cette discussion sur la gouvernance, parce qu'on en parle, la gouvernance, on parle de la gouvernance de tout le système d'apprentissage tout au long de la vie, pas seulement les formations formelles, on parle aussi des formations en contexte d'entreprise, non formales, l'apprentissage informel et tout ça. Et je mettrai aussi en relevance les conclusions de la dernière discussion sur précisément l'apprentissage tout au long de la vie dans la conférence internationale du travail, qui a créé un mandat très clair pour le BIT, pour soutenir et pour aider les États et les constituants à développer ces systèmes, ces politiques et ces stratégies pour le développement des systèmes de compétences. Donc, l'approche du BIT regarde à tous les aspects du système, les politiques, mais aussi l'information sur le marché du travail, la capacité pour, en effet, développer les compétences, donc la formation elle-même, le développement de compétences elles-mêmes, aussi la reconnaissance de compétences, les aspects aussi liés à l'accès des groupes vulnérables à l'apprentissage, et aussi tous les aspects liés au développement des compétences pour une meilleure employabilité des travailleurs et aussi l'augmentation de la productivité dans les entreprises. Aussi, dans cette approche sont comprises des priorités transversales où le tripartisme et l'engagement des partenaires sociaux a un grand rôle, ainsi que la création d'approches sectorielles qui amènent une plus grande relevance
des formations pour le marché du travail pour les travailleurs, et aussi le soutien à cette grande transition pour une économie plus verte, plus digitale, et aussi une société qui change et qui se transforme dans sa structure de base. Quand on parle de gouvernance elle-même, on parle beaucoup de choses. Donc, on parle des arrangements institutionnels, on parle des mécanismes de coordination, on parle de la coopération, et on parle non seulement des organisations, des organismes gouvernementaux, des autorités publiques, mais on parle aussi du secteur privé, on parle aussi de la coopération avec la société civile. Donc, on a un environnement et un groupe d'acteurs assez grand et complexe qui peut faire partie de la gouvernance. Donc, ce n'est pas seulement la façon comment on arrange les activités dans les ministères. Pour lancer le débat, et avant que je parle un peu plus sur les arrangements de gouvernance, je voudrais vous demander, dans votre contexte et dans l'exemple que vous avez, qu'est-ce que pour vous sont les défis de la gouvernance? Quels sont les aspects principaux? Quels sont les aspects qui ne sont pas là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on manque pour arriver à une meilleure gouvernance? Donc, je vous invite, ne soyez pas timide, parce que j'ai vu que vous n'êtes pas. Donc, dans votre opinion, quels sont les défis? Les défis. Alors, quel défi pour la gouvernance des systèmes ou des politiques de développement des compétences? Personne, vous n'avez pas de défi. Non, non, il n'y a pas de défi, tout est parfait. Serge, allez-y. Okay. Maintenant, non, je pense juste le temps technique de trouver le bouton pour lever les mains. Oui. Peut-être on va donner la parole en premier à M. Condé, qui n'avait pas pris la parole dans le premier tour. Et comme ça, on peut donner le temps d'écran à tout le monde. M. Condé, allez-y. Merci beaucoup, M. Stéphano, et bonjour à notre professeur du jour par rapport à ça. Bon, les défis sont énormes. Hein? Les défis sont énormes, raison pour laquelle d'ailleurs on s'inscrit toujours pour améliorer nos compétences et avoir d'autres expériences avec d'autres et des connaissances avec vous également pour nous permettre justement de nous inscrire dans l'amélioration de ce qu'on fait. Donc, prenons au niveau macro. Au niveau macro, c'est au niveau même du haut niveau de l'administration. Donc, au niveau du département sectoriel qui s'occupe de la mise en œuvre des politiques sectorielles de l'éducation de manière générale. Et la fois dernière, vous avez souligné une chose importante, c'est qu'on a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de la formation de manière générale et de l'enseignement technique et professionnel aussi. Donc ça pose un problème parce que quand il y a beaucoup d'acteurs qui doivent agir au niveau de la même, dans le cadre du même secteur, ça poserait un problème en termes de conflit de compétences. Et très souvent, au haut niveau, c'est que peut-être que certainement, il y a des conflits de compétences qui arrivent. Je vous donne juste une explication très simple chez nous. Chez nous, le ministère de l'enseignement technique ne gère pas la structure chargée de l'information sur, à peu près, qui est chargée sur le système d'information sur le marché du travail. Donc, on a une institution qu'on appelle la GIP, l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi et de la main-d'œuvre, qui est gérée par le ministère de la fonction publique. Or, vous avez le ministère de l'enseignement technique qui gère l'Office national de la formation professionnelle, qui a pour rôle de former les cadres des structures, des cadres des entreprises aussi. Et donc, malheureusement, il n'y a pas de pont entre ces deux-là. Donc, cela veut dire qu'au niveau de
de la GIP, eux, ils ont très souvent... Allô? On vous a perdu juste un moment, mais vous étiez en train de dire, en parlant des différentes structures, donc Voilà, au niveau ok. de la GIP. Au niveau de la GIP, par exemple, la GIP relève du ministère de la fonction publique. Donc, il n'y a pas de pont entre... En fait, il n'y a pas de structure qui lie à la fois le ministère de la fonction publique au ministère de l'enseignement technique et celui de l'enseignement supérieur qui s'occupe des universités, des institutions de recherche. Donc, ça pose un problème parce que les informations collectées par la GIP, normalement, doivent servir à l'amélioration des curricula de formation parce que ça peut donner une vue d'ensemble sur les filières nécessités de formation et des compétences exactement que peuvent être sollicitées par les entreprises parce qu'ils sont directement en contact avec les entreprises. Et aussi les bénéficiaires qui sont les étudiants diplômés. Et voilà. Donc, malheureusement, il n'y en a pas. Ça, c'est haut niveau. Donc, ça pose un sérieux problème en matière de partage d'informations parce qu'au niveau de cette politique de gouvernance, il y a vraiment un problème en termes de conflit de compétences. Voilà. Donc, les ministères ne sont pas créés en tenant compte de cet aspect-là. C'est-à-dire que peut-être je ne peux pas trop me permettre de dire qu'est-ce qui motive d'envoyer la GIP au niveau de la fonction publique, qu'au lieu de l'amener au niveau soit de l'enseignement technique ou de l'enseignement supérieur. Deuxième niveau, c'est que c'est au niveau même du département en charge de l'enseignement, de la formation. Généralement, la recommandation, c'est qu'il faut qu'il y ait un comité de pilotage qui peut accompagner ces départements pour mieux identifier les besoins, formuler les politiques sectorielles, mais aussi assurer le suivi de la mise en œuvre. Et malheureusement, il n'y en a pas. Ça se limite seulement entre le ministre et les cadres de ces départements, ce qui fait que les structures telles que la société civile, les associations de patronat ne sont pas généralement impliquées en amont dans le cadre de l'identification de ces besoins-là et aussi de la formulation des politiques qui peuvent permettre justement de répondre à ces demandes. Ça pose un problème. Au niveau plus bas, il faut que je vous arrête ici, je pense, pour donner la parole aussi à d'autres collègues. Monsieur Condé, 30 secondes, vous dites au niveau plus bas. Donc, 30 secondes. Ça, c'est au niveau des centres. Au niveau des centres de formation, normalement, il doit y avoir des conseils d'établissement. À la place, bon, on ne parlera pas de conseil d'administration. Si on veut, on peut en parler, soit conseil d'établissement ou conseil d'administration. Mais le défi, il est vraiment entier en termes de gouvernance, mais il faut reconnaître aussi tout de même qu'il y a ces derniers temps des améliorations parce qu'il y a beaucoup d'institutions qui commencent à se battre pour mettre en place les conseils d'administration. Le problème majeur, c'est un peu au haut niveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez cité fragmentation, nombre d'acteurs et typologie d'acteurs, et après, donc, des défis à plusieurs niveaux. Ce niveau pont que vous avez dit entre institutions du marché du travail, institutions relatives à la formation professionnelle, donc demande et offre des compétences, très intéressant. Et après la question locale, donc la gouvernance au niveau local des centres de formation avec des conseils d'administration qui puissent englober aussi les parties prenantes locales. Très pointu, je dirais, l'intervention de M. Condé. Merci beaucoup. Je vais maintenant dans l'ordre, M. El-Béchir, Mauritanie, défi. Merci, bonjour. Moi, je vais me limiter à 3 défis que je vois qui sont des défis fondamentaux pour la gouvernance, au moins dans mon pays, en Mauritanie. Le premier défi, c'est un défi d'accompagnement des changements rapides. On a dit que des choses changent d'une façon rapide et la gouvernance n'a pas les capacités d'accompagner ces changements, de trouver des solutions à ces changements et d'accompagner surtout la demande économique et sociale pour la formation, pour le renforcement des capacités. Ça, c'est un premier défi. Le deuxième défi, c'est un défi de coordination. Parce que, comme vous le savez, le développement des compétences, le renforcement des capacités, c'est une question multidimensionnelle et multipartie. Et donc, il y a beaucoup de parties, beaucoup de dimensions, beaucoup d'acteurs qui sont là. Et on a un défi en matière de coordonner tous ces acteurs, de les mettre trouvés pour aller au résultat escompté.
Et le troisième défi, sur lequel je vais passer rapidement, c'est la présence de cette gouvernance à tous les niveaux. Parce que quand vous voyez, quand vous regardez très bien, il y a quelque chose au niveau central, comme on a dit tout de suite, il y a quelque chose de faible au niveau régional et il y a une absence au niveau local. Donc, la gouvernance n'est pas présente à tous les niveaux, ce qui conduit à des problèmes de coordination, des problèmes de flux de l'information. Voilà ce que je voudrais dire pour les défis de la gouvernance en Mauritanie. Merci. Merci beaucoup. Je pense surtout ces derniers points sur le multiniveau, le multi-acteur. Je pense que c'est un point sur lequel on en aura encore le temps de discuter aujourd'hui dans ce webinaire. Merci beaucoup, Monsieur Béchir. Serge, RDC, les défis en RDC. Ah, excuse, mon micro n'était pas ouvert. Merci Stéphano. Je vais parler du premier défi, la difficulté que nous avons eu, par exemple, à faire comprendre aux entreprises, aux syndicats patronaux, l'avantage de la formation professionnelle sur leurs travailleurs. Le premier défi, c'est à ces niveaux. Ils sont d'accord de payer la cotisation patronale, mais ils ne sont pas d'accord d'envoyer leur personnel en formation parce que la grande difficulté, c'est que je vous explique et puis je vais dire les défis qu'il y a à ce niveau. La grande difficulté est que chaque fois que le personnel vient en formation, son niveau de compétence augmente. Quand il rentre dans l'entreprise ou s'il a même suivi la formation en entreprise, après cette formation, la productivité de l'entreprise ayant augmenté, le travailleur demande une augmentation en termes de salaire. Alors, ce qui fait, par exemple, le patronat qui est supposé suivre l'exécution de ces financements qu'il donne, se retrouve un peu comme en insécurité pour dire que chaque fois que je forme une personne, ça me coûte un peu en retour. À ce niveau-là, ce que les syndicats, le patronat se retrouve un peu, non pas engagé totalement pour la question de suivi des formations professionnelles, mais il trouve la formation professionnelle comme une charge sur lui. Ça, c'est déjà un problème. Et le deuxième problème, c'est que le travailleur, il pense que venir suivre la formation professionnelle, c'est du temps perdu pour lui. Allô? Je crois que si je passe encore là. Allô? Si, on est en train de vous écouter attentivement. Ah, ok, voilà. Alors, de l'autre côté, au niveau de travailleurs. Vous dites qu'il pense que oui. c'est du temps perdu. Au niveau du travailleur. Perdu, voilà, exactement. Il pense que le temps qu'il passe dans le centre de formation professionnelle, c'est du temps perdu, au niveau du travailleur lui-même. Alors, au niveau du gouvernement, c'est là le grand défi. L'organisation des TFP, c'est beaucoup de structures qui sont en charge. Et au niveau politique, c'est comme s'il y a un acharnement, un combat politique où chaque ministre ou chaque responsable de gouvernement voudrait faire passer ce qu'il fait en termes de FFT et TFP plus différent que ce que notre ministre fait. Et tout ça, ça pèse sur nous qui sommes supposés organiser réellement le développement des compétences. Voilà le défi à ces trois niveaux-là. Merci beaucoup. Si je peux résumer ce défi que Serge vient d'évoquer, c'est que non seulement il y a plusieurs parties prenantes, mais ces plusieurs parties prenantes ont une attitude, ont des pensées, ont des intérêts, mais c'est normal aussi, des priorités différentes. Donc, cela pose un autre grand défi. Ce n'est pas juste le multipartisme, et c'est un multipartisme dans lequel les points de départ, dans lequel les points d'attention sont différents. Donc, c'est du vrai multipartisme, je dirais. Pedro, plein de matière pour toi. C'est vraiment bien. Et si je fais le résumé du résumé, vas-y. Je vois que beaucoup de points intéressants ont été mentionnés, comme la fragmentation du système, la faible coordination entre les acteurs gouvernementaux, l'engagement des partenaires sociaux,
les difficultés de la mise en œuvre des politiques et la flexibilité, donc la rigidité du système. Tout celles sont des choses importantes. Je vais systématiser un peu quelques défis principaux. Donc, en général, ce qu'on identifie c'est exactement l'existence de mandats concurrents entre les ministères qui, quelquefois, créent duplication et ne sont pas nécessairement bien coordonnés entre les ministères et donc créent des difficultés dans l'affectation des ressources, dans la compréhension que les entreprises et les travailleurs ont de l'offre de formation professionnelle et créer aussi des grandes inefficiences, des grandes inefficacités dans beaucoup de systèmes. En général, on vérifie beaucoup de fois, on a cette mode d'opération en cloisonnement dans cette politique. Donc, que chaque ministère est un petit monde en soi-même qui ne communique avec tous les autres petits mondes, la formation, l'emploi, la sécurité sociale, les politiques de croissance, les politiques pour les petites entreprises et tout ça. Et donc, c'est un problème qui existe dans beaucoup de pays. Aussi, ça se traduit dans cette faible mobilisation de ressources, mais se reflète aussi dans le terrain quand on essaie de faire la mise en œuvre des politiques, et quelques des participants ont mentionné ça, et se traduit aussi et se manifeste dans cet faible engagement des parties prenantes et notamment des partenaires sociaux qui peuvent être là, mais pas nécessairement avec des rôles actifs et participants dans toutes les étapes relevantes du dessin, de la planification et tout ça des politiques. Aussi, un grand problème, c'est le sous-développement des systèmes d'information. Et quand je parle de systèmes d'information, c'est entre les services et les ministères responsables, mais aussi l'information et la connaissance sur le marché de travail, sur les nécessités de formation qui existent. Donc, ici sont les résultats donc, de cette faible gouvernance. C'est qu'en général, on n'a pas une offre formative qui répond en effet aux besoins et qui n'est pas dynamique. Donc, on a cette vieille approche de la prévalence d'une taille unique. On n'a pas une adaptation au changement technologique, on n'a pas une adaptation suffisante au contexte d'apprentissage dans l'entreprise, on n'a pas aussi de flexibilité suffisante pour suivre les parcours individuels de formation. Et en général, le mécanisme suivi et évaluation est défectueux et n'est pas suffisant pour, en effet, contrôler et comprendre qu'est-ce qui se passe quand on fait la mise en œuvre des politiques. La gouvernance affecte la formation et l'apprentissage tout au long de la vie de beaucoup de façons, plusieurs façons. Dans la production d'informations, affecte les modalités, les parcours d'accès à la formation par beaucoup de groupes, affecte la façon comment on fait le financement de la formation, la façon comment on gère et on exploite les centres de formation publics et privés, affecte le contexte concret pour le développement des cadres nationaux de qualification, système de certification, affecte aussi la façon comment on développe et l'adéquation de la réglementation des systèmes, aussi affecte la possibilité d'avoir effectivement une formation basée sur les résultats d'apprentissage, la possibilité de créer
des compétences stratégiques pour le développement des secteurs économiques. Donc, c'est un problème qui peut affecter beaucoup de dimensions dans la formation professionnelle, l'apprentissage selon la vie. Donc, on sait que quand on veut améliorer la gouvernance, on a au moins 3 grands objectifs. On sait de répondre à ces exigences économiques qui changent, et on a vu pendant la crise du Covid et tout ça qu'elles ont vraiment changé. On a des changements technologiques, mais aussi on a eu des changements des chaînes de valeur et tout ça. On a aussi besoin de répondre aux demandes sociales, aux nécessités des groupes qui ont besoin de plus de soutien. Et ces jours-là, on doit répondre aussi aux aspirations des individus pour la carrière toute sa vie. Donc, je vous pose une deuxième question, parce que je sais que vous avez les solutions. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à une meilleure gouvernance, dans votre opinion? Vous avez déjà parlé un peu sur ça, mais c'est une opportunité d'en dire un peu plus ce que vous pensez. Merci Pedro. Donc maintenant, pas de focus sur les défis, sur les questions qui nous bloquent, mais plutôt un focus sur des pistes d'amélioration, sur des potentielles options de politique à mettre en œuvre pour améliorer la gouvernance. Je vous laisse prendre la parole. Serge, merci, allez-y. OK. Partant de ce que j'ai présenté comme défi, il y a d'abord un réel problème, celui d'engagement de mandat de toutes les parties prenantes à la formation, éducation et formation technique et professionnelle. C'est cette prise de conscience, un problème d'engagement. Parce que je vous ai parlé clairement pour dire, par exemple, la Commission nationale des certifications professionnelles, c'est une structure en fait, qui est bâti sur le modèle de toutes les structures de gestion. Vous mettez l'éducation, la formation professionnelle et le monde du travail ensemble pour la reconnaissance de compétences qui sont décernées à différentes personnes qui suivent la formation et même la validation des programmes de formation et des évaluations, tout ça. Mais curieusement, cet outil, qui est un outil une bonne outil de gouvernance sur le plan de reconnaissance des compétences, souffre de son financement parce que nous sommes supposés porter cette structure. Et Stéphano, tu le sais bien, toutes les fois qu'on a eu des stratégies, par exemple, sur l'avancement de la gouvernance de l'éducation et de la formation technique et professionnelle ou sur l'élaboration des stratégies sectorielles, vous avez l'impression que c'est nous seuls qui portons ces structures-là. Je crois qu'il y a une question de prise de conscience à tous les niveaux. C'est ça le grand défi. Qui se charge de faire prendre conscience? Le gouvernement lui-même et les syndicats aussi de travailleurs. Et si les deux prennent conscience, automatiquement, le troisième, par effet ricochet, prendront aussi conscience. Merci. Merci beaucoup, Serge. L'engagement, alors là, on a plutôt dit quelle est la piste d'amélioration. Maintenant, comment augmenter l'engagement? Je pense que c'est vraiment la réflexion à faire. C'est vraiment un point fondamental. On parle de buy-in dans les pays anglophones, d'engagement, d'appropriation dans les pays francophones. C'est clairement l'un des sujets. Et après, comme le disait Pedro avant, chaque ministère, chaque institution, c'est un monde en soi qui est plutôt enfermé. Monsieur Condé parlait de ponts qui n'existent pas entre les différentes structures. Je pense que c'était une manière très visuelle pour regarder cette fragmentation qu'on a évoquée déjà plusieurs fois. Monsieur Béchir. Merci. Moi, je crois que la première amélioration qu'on peut apporter pour avoir une meilleure gouvernance, c'est de développer nos systèmes d'information sur la formation professionnelle et les compétences. Parce que sans avoir un feedback de toutes les données
sur les systèmes, on ne peut pas aller vers un développement ou une meilleure gouvernance de ces systèmes-là. Le deuxième point, c'est l'engagement de tous les acteurs, y compris des acteurs publics, privés, de la société civile, parce que, comme on l'a dit, la gouvernance, il faut qu'elle soit collective pour qu'on arrive à une meilleure gestion du dispositif de la formation technique et professionnelle. La mobilisation des ressources, si vous voyez très bien combien de ressources ou bien quel est le pourcentage du PIB de nos pays qui est mobilisé pour la formation technique et professionnelle, vous allez voir qu'il y a des problèmes. Et la quatrième recommandation, c'est la décentralisation de la gouvernance. Dans la plupart des temps, on reste au niveau central, ce qui crée beaucoup de problèmes. Et sans cette décentralisation au niveau régional et au niveau local, on n'arrivera pas à une meilleure gouvernance et il faut donner une autonomie totale aux organes de gouvernance au niveau régional et au niveau local pour pouvoir prendre les décisions à temps. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Béchir. Je me permets peut-être de regrouper ces commentaires que vous avez faits sur la question de la pertinence de ces politiques par rapport aux besoins. Donc, pertinence par rapport aux besoins économiques, vous avez parlé des systèmes d'information. Pedro l'avait déjà mentionné dans ses premiers slides par rapport à ça. Et je trouve que le manque de cette information, c'est un frein à la gouvernance assez fort. Et après, si on parle maintenant de pertinence, maintenant du point de vue des besoins locaux, cette nécessité d'identifier ces plusieurs niveaux de gouvernance en donnant aussi la juste autonomie, la juste indépendance au niveau local. Sur les données, ce lundi et ce mardi, j'ai eu ici à Turin une délégation de 7 pays de l'Asie du Sud-Est. Et un élément qui est, en discutant de ces questions d'information sur le marché du travail, et un élément qu'on a partagé, c'est oui, on a besoin de l'information, mais deux, on a besoin de décideurs qui souhaitent prendre des décisions sur la base de ces informations. Parce qu'avoir l'information, est-ce que finalement les décideurs veulent être guidés par les informations? Plus d'informations, plus d'objectivité, laisse aussi moins d'espace pour la prise de décision, si vous voulez, un peu plus arbitraire. Donc, c'est un point vraiment très important, M. Béchir, que vous avez soulevé. Après, c'est un point complexe, parce que c'est un point là où les données probantes peuvent aussi limiter la prise de décision quelque part, parce que ça impose. Donc, c'est vraiment très beau de pouvoir discuter de ça dans le cadre des discussions sur la gouvernance. Monsieur Yal, dernière intervention, et après, on rend la parole à Pedro. Merci pour les différentes interventions. Moi, à mon niveau, je voulais tout simplement ajouter qu'au niveau de la Mauritanie, il faut en tout cas, il faut faire avancer donc les paradigmes. C'est-à-dire que nous sommes toujours là à parler de la formation au sens traditionnel du terme, avec tout ce que cela peut comporter d'éléments exactement donc obsolètes. Comme on l'a dit donc tantôt, dans ce domaine, donc les choses évoluent donc rapidement. Je pense qu'il faut aller vers le développement des compétences en tant que tel, parce que je sais par ailleurs que certains pays comme le Maroc ont évolué donc dans ce sens, et nous avons vu donc à travers donc ce cours que parler donc de la compétence requiert exactement donc des politiques donc plus fines, plus axées, plus ciblées. Je pense qu'il faut exactement sortir donc de ce carcan formation donc professionnelle au sens vraiment traditionnel du terme. Et deuxièmement, je voudrais exactement donc mettre l'accent sur l'aspect inclusivité. Les politiques elles sont faites, mais elles sont faites où? Elles sont faites vraiment au niveau des départements, en tout cas, qui gèrent donc la question. Je pense pour avoir une meilleure gouvernance, il faut impliquer donc le secteur privé, n'est-ce pas,
les syndicats, hein, et l'entreprise en tout cas, pour pouvoir sortir dans quelque chose qui puisse réunir en tout cas l'ensemble des intervenants, l'ensemble des acteurs pour arriver à proposer donc quelque chose de pertinent. Merci. Merci beaucoup. Question d'inclusivité, inclusivité d'acteurs, éviter que ces politiques et ces mécanismes de gouvernance restent dans les tours d'ivoire des ministères centraux et des débats qui se font au niveau central et donc peut-être parfois loin des nécessités, loin des besoins. Merci beaucoup pour les différentes interventions, je pense très complémentaires les unes avec les autres, qui nous permettent d'esquisser vraiment un cadre aussi intéressant de quelles pourraient être les options de politique pour pouvoir arriver à une meilleure gouvernance. La question de l'engagement de l'appropriation, je pense, reste la question principale, Pedro. Oui, c'est vrai aussi, je pense, la question de la décentralisation vient aussi très, très forte. Je ferai un peu une systématisation, on peut dire, à partir de la recherche de plusieurs systèmes sur les actions qu'on peut développer pour améliorer la gouvernance, comme établir une vision nationale, améliorer la gouvernance multiniveau, créer des dispositions institutionnelles adéquates, une bonne communication, formation et communication, et finalement le financement efficace et efficient. En regardant à peu près à tout cela, qui touche toute cette problématique qui ont été discutées, c'est important qu'on peut établir une vision nationale qui est consolidée dans un document officiel. Il y a plusieurs formes pour ce type de vision. Peut-être dans une politique nationale de formation professionnelle, dans une politique pour l'éducation des adultes, pour la jeunesse, une réforme politique, peut-être une réforme administrative qui crée une opportunité pour établir cette vision nationale. Mais ce que c'est important, c'est vraiment de prendre l'opportunité pour créer cette coordination entre les parties prenantes, en commençant entre les ministères impliqués, qui doivent contribuer fortement pour l'établissement de cette vision commune à haut niveau. Et cette vision, ce document de vision doit créer aussi un mandat clair pour toutes les parties prenantes et pour cette politique qui engage d'une façon relevante tous les participants. Aussi, c'est important que ce type de stratégie a une durabilité à travers tous les gouvernements, ce qui signifie qu'on a besoin d'un soutien politique, consensuel, authentique, qui indépendamment des orientations idéologiques des partis. Et finalement, aussi, cette vision doit être fortement soutenue par le dialogue social et on doit avoir des rôles importants pour le dialogue social dans la façon où on va poursuivre cette vision. Ces documents peuvent être très haut niveau, seulement avec des grands objectifs et des responsabilités générales, mais ils peuvent aussi spécifier en détail les responsabilités, les mécanismes qu'on utilise pour coopérer entre les ministères et avec le secteur privé, le gouvernement avec le secteur privé, des normes précises qu'on doit mobiliser pour cette politique. Et aussi, et très important, comme on a été mentionné, des canaux de communication qui doivent être utilisés régulièrement. Et aussi des codes de communication qui sont utilisés, qui sont liés aux normes et aux standards et tout ça qui sont utilisés. C'est très important aussi d'avoir un diagnostic en avant
pour avoir une vision qui peut être agréée, informée et qui est suffisamment relevante et qui fait une description des besoins, du contexte, des lacunes du système, qu'est-ce qu'il manque, quelles sont les opportunités, et qu'on fait ce diagnostic en consultation avec les parties prenantes et que ça, ce n'est pas seulement une version gouvernementale de tous ces aspects. La gouvernance multiniveau a été mentionnée beaucoup. En effet, quand on parle du système compétences, apprentissage tout au long de la vie, on parle du niveau national, coordination centrale, mais on parle aussi des acteurs régionaux et locaux et aussi des acteurs sectoriels, ce niveau méso, où on se décide beaucoup de choses et ce niveau méso, ces acteurs au niveau méso peuvent informer beaucoup la définition des politiques et la mise en œuvre, en particulier en créant une plus grande ciblage des formations en référence aux besoins économiques pour la croissance et aussi pour traduire les politiques centrales en une réalité pour les entreprises. Et ça, donc, on a une très grande importance de ce niveau. Aussi, comme a été référé, le niveau local il-même est très important pour la mise en œuvre de la politique. L'inclusion, comme quelqu'un a dit, se fait au niveau local. Donc, si on veut vraiment travailler avec les communautés locales, créer les politiques d'inclusion pour la jeunesse et tout ça, on doit mobiliser tous les services locaux, la société civile. Généralement, les associations civiles ont une grande importance aussi pour la mise en œuvre des politiques. Et donc, on doit avoir une coordination locale qui est aussi coordonnée avec le niveau supérieur au niveau régional. Donc, comme quelqu'un a aussi mentionné, on doit avoir, dans la mesure possible et d'une façon adéquate au contexte national, une décentralisation de l'autorité et des ressources qui peut possibiliter une mise en œuvre ciblée et relevante des politiques. En effet, ce qu'on veut générer à la fin, c'est une cohérence totale entre l'action de tous ces niveaux, dont on a une bonne allocation des ressources entre les niveaux, un ciblage, une circulation entre tous les niveaux et la partie prenante de l'information relevante, et aussi où on crée des possibilités, par exemple au niveau régional, de mobilité de travailleurs et tout ça. Donc, tous les parties doivent être intégrés dans cette politique et d'une façon relevante. Pour ça, on a la possibilité d'améliorer les dispositifs constitutionnels. La création de conseils nationaux qui a été référé est un exemple, mais aussi des organismes de coordination interministériels qui peuvent être plus formalisés ou moins formalisés. Quelquefois, beaucoup de choses se peuvent résoudre avec des réunions régulières entre les représentants ministériels. Des comités sectoriels pour les compétences, je vais parler un peu plus sur ça, qui garantissent la ciblage des formations. De l'établissement de conseils d'administration dans les institutions de formation où les parties prenantes sont représentées. Et finalement, une question qui a été discutée déjà un peu, qui c'est
avoir un rôle fort pour les partenaires sociaux, parce que les partenaires sociaux peuvent être engagés fortement dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques et des systèmes, où ils peuvent avoir seulement un rôle comme conseiller. Et ils peuvent avoir un rôle faible comme des conseillers ou un rôle fort. Donc, tout ça, c'est important. Ce qu'on voit dans des pays qui ont des systèmes forts, c'est que les partenaires sociaux sont engagés régulièrement et avec beaucoup de relevance à beaucoup de niveaux dans la planification et la mise en œuvre des politiques. Quand on regarde au modèle de coordination, on a identifié quelques types basiques. La plupart des fois, on a une gestion par un des ministères, un ministère dominant qui gère la formation professionnelle, peut-être éducation, travail, ou un ministère dédié à la formation professionnelle. Une autre option, c'est d'avoir un organisme gouvernemental qui, en effet, est affecté à la formation professionnelle. C'est le cas, c'est ce qu'on a en Inde, par exemple. Une autre option, c'est que l'activité est supervisée par un comité de coordination, un organe qui est supérieur à des ministères compétents, c'est le cas de France, du Bangladesh, ou ventillé entre ministères sectoriels, mais sans un mécanisme centralisé, et c'est le cas de la Corée et du Canada. La Corée, en effet, c'est un cas spécial parce que ce qu'ils ont, c'est un institut de recherche qui fait une coordination de façon informelle et dehors les mécanismes gouvernementaux. C'est une solution possible. Il n'y a pas un meilleur modèle, mais ça dépend beaucoup de la culture, de l'administration du pays, des façons établies de travailler, mais il y a quelques principes qui sont importants. Un, c'est que n'importe quoi, quel est le mécanisme, ce mécanisme doit avoir un mandat et une autorité claire. Il ne peut pas être l'autorité, par exemple, si on établit un mécanisme qui est interministériel au dehors des ministères, les ministères ne peuvent pas supplanter, ne peuvent pas dire non, 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 nous avons raison et la politique se fait comme ça. Donc, le mandat doit être clair. Aussi, on doit avoir des rôles et des objectifs clairs pour tous les participants, ministériels ou non ministériels, et aussi des mécanismes de consultation qui ont un vrai rôle dans le système et qui fonctionnent régulièrement et avec des effets effectifs sur les politiques. Parce qu'on engage, par exemple, les partenaires sociaux, ce n'est pas seulement un engagement esthétique. Non? Et je pense que c'est la motivation vient aussi des partenaires sociaux qu'ils peuvent voir que les consultations ont un effet sur la définition des politiques. Quand on implémente ces nouveaux mécanismes, c'est mieux n'avoir pas une révolution administrative, mais en effet de partir des méthodes de travail et des institutions qui sont établies. C'est ça que démontre l'expérience internationale. Et aussi, c'est important d'avoir une coordination au niveau des ressources financières, des ressources humaines aussi, pour faciliter l'implémentation de ces mécanismes de coordination. Les partenaires sociaux ont un grand rôle dans tout ça. Je vais seulement évoquer quelques façons dans lesquelles les partenaires sociaux peuvent participer. On sait de créer, vraiment créer des politiques qui sont plus ciblées et qui peuvent créer un meilleur ajustement, matching dans le marché de travail, parce qu'ils sauvent mieux les dynamiques
du marché. Autre, c'est vraiment de participer, pas seulement avec leur argent, mais participer dans la gestion effective des fonds nationaux de formation, comment les fonds sont affectés, quelles sont les priorités, les mécanismes pour accéder aux fonds, établir des partenariats pour la formation, le développement d'informations sur le marché du travail, en particulier l'anticipation des compétences, les besoins de compétences, la participation dans la gestion des systèmes nationaux d'apprentissage qui sont essentiellement des systèmes en entreprise ou dans une grande partie en entreprise, et aussi ce que j'ai mentionné, de traduire les politiques en réalité. Les syndicats aussi ont un grand rôle, aussi dans la production de l'information sur le marché du travail, mais aussi dans la consultation pour améliorer les programmes d'études, les procédures pour l'évaluation, pour la reconnaissance des compétences. Aussi, ce qui a été mentionné de la négociation des taux de rémunération et droit à la formation. Je pense que quelquefois, l'État doit jouer un jeu un peu de médiateur entre les employeurs et les syndicats pour assurer que toutes ces affaires de compétences sont bien traitées dans les négociations. Aussi, ces liens aux prestataires de formation et le recrutement pour la formation sont aussi des rôles que les syndicats peuvent développer. Donc, un autre aspect important de l'amélioration de la gouvernance, c'est le financement. J'ai mentionné quelques aspects, mais c'est important qu'il existe un accord sur les priorités pour l'affectation des ressources financières, et ça doit exister avec tous les ministères et avec la participation des partenaires sociaux, comme j'ai mentionné. Et on doit aussi penser la gouvernance pour qu'il existe un soutien complémentaire, particulièrement aux entreprises, mais aussi aux travailleurs et les individus, les personnes, pour savoir comment accéder au financement et avoir la capacité de bénéficier du financement qui est disponible, des incitations et tout ça. Comme je disais, les comités sectoriels pour les compétences sont des mécanismes qui existent au niveau sectoriel dans quel pays. Il y a des exemples connus dans l'Australie, Royaume-Uni, en Hollande, aux Pays-Bas. Donc, ces comités peuvent avoir un rôle très important dans la définition et mise en œuvre des politiques. Ils créent cette ciblage, cette définition des politiques plus fines qu'on parlait, qui crée un ajustement entre l'offre formative et les besoins pour la croissance économique et pour les travailleurs, particulièrement si on a une collaboration étroite avec les représentatifs des entreprises et des travailleurs, des syndicats, et ça a un effet automatique de répondre aux besoins et améliorer la qualité de la formation. Donc, mais pour qu'il fonctionne bien, ces comités doivent avoir des rôles très bien définis pour les parties prenantes, et c'est aussi important. Je pensais peut-être un des aspects plus importants qu'il y a une liaison claire aux politiques économiques, aux politiques de croissance, politiques d'innovation, qui donnent une force effective à ce comité. Quand je vois l'expérience internationale, je vois que les comités qui travaillent mieux
sont les comités qui ont une liaison historique aux politiques économiques et dans lequel les partenaires sociaux travaillent à un niveau et coordonnent avec le gouvernement l'application, le développement simultané des politiques économiques, industrielles et tout ça, et les politiques de formation. Donc, comme a été mentionné aussi, la communication est fondamentale. Communication à divers niveaux, c'est le partage de données statistiques, mais aussi de données administratives entre les ministères, aussi de dossiers personnels dans la limite de la loi, mais c'est très important, et spécialement si on veut établir un système d'apprentissage tout au long de la vie, les ministères et les services relevants doivent avoir la possibilité de communiquer l'information relevante sur les personnes, les bénéficiaires, basé dans les standards, dans les normes agréées entre les services, et aussi d'informations sur les ressources disponibles pour que la mise en œuvre peut être plus efficiente et efficace. Aussi, on doit penser que quelquefois les solutions ne sont pas trop formales. La coopération légère entre les professionnels de service doivent être encouragées et beaucoup de fois, ça crée beaucoup la coordination qui n'est pas encore formalisée dans les règlements, dans les mécanismes formaux de communication. Donc, c'est une dimension aussi importante. Donc, on résume. Des points importants pour aller vers une meilleure gouvernance, c'est vraiment de commencer par un diagnostic qui identifie qui est important, quelles sont les choses les plus importantes, quelles sont les priorités, comment on pense qu'on peut arriver à répondre à ces défis, qui a la responsabilité, pourquoi, quelles sont les opportunités. Donc, ça, c'est très important. Et en consultation avec les parties prenantes. Donc, en notre étape, c'est vraiment de penser sur quelles sont les options effectives de gouvernance, comment on crée la coordination entre les ministères. Est-ce qu'on va décentraliser? Si on va faire ça, quel est le niveau d'autonomie? Quelles sont les unités qui doivent être responsables? Pourquoi? Comment on va affecter les ressources? Comment on va contrôler tout ce process? Où est-ce qu'on va engager les partenaires sociaux avec quelles conséquences pour la définition et mise en œuvre des politiques et quels changements on va faire en termes de législation et réglementation pour avoir cette version unifiée, coordonnée de la gouvernance. C'est important aussi de créer une feuille de route qui a la vision sur laquelle j'ai parlé, un plan effectif d'action pour arriver à cette vision des rôles, des responsabilités, un renforcement des capacités, et aussi un mécanisme de suivi et évaluation pour cette feuille de route. Aussi, et finalement, une communication efficace qui doivent être facilitées par des normes adéquées, des références entre services. Il y a une bonne utilisation du numérique. Le numérique offre beaucoup de possibilités de faire cette communication entre ministères, entre les plusieurs niveaux, en communiquant la micro-information personnelle. Donc, tout ça doit être aussi pensé pour qu'on crée un écosystème numérique qui peut faire du soutien de cette gouvernance intégrée. J'arrêterai aussi ici et je vous remercie de votre attention. Pedro, je te demanderai peut-être de laisser la dernière slide avec les conclusions. Je pense qu'il serait intéressant dans les 10 minutes qui nous restent de pouvoir débattre par rapport à ça. Je voulais d'abord, je vois tu
il y a des OK qui arrivent pour rendre, comment dire, honneur à ta présentation. Donc, je pense que c'est c'est des bons feedbacks. Il y a un point sur lequel peut-être je voudrais maintenant insister un peu dans notre discussion finale, c'est l'implication des partenaires sociaux, c'est l'implication des employeurs et des travailleurs. Je pense que c'est un point clé que tu as mentionné et sur lequel je pense qu'il faudrait insister un peu. Encore une fois, peut-être défis et solutions, mais peut-être en partage aussi avec les participants. Comment vous voyez cette participation des partenaires sociaux? Quels sont les défis que vous avez dans l'engagement de ces partenaires et quels sont peut-être aussi les intérêts inattendus, les intérêts non satisfaits qui pour le moment rend la participation des employeurs et des travailleurs moins efficace et leur appropriation de ces politiques et de la gouvernance de ces politiques moins efficace. Parce que je pense que ce n'est pas juste une question de laisser qu'ils s'approprient, mais c'est de voir effectivement que ces politiques répondent à leurs besoins. Serge avait de manière très anecdotique nous raconter un petit peu les visions des employeurs et des travailleurs. Est-ce que c'est formé, c'est du temps perdu? Pour les employeurs, est-ce que si je les forme après, il faut que je les paye de plus? Il y a peut-être des positions aussi un peu caricaturales. Mais quels sont les défis que vous trouvez? Quel est le positionnement des partenaires sociaux? Pourquoi, si ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce que les parties prenantes ne sont pas effectivement impliquées? J'ouvrirai le micro pour un dernier tour sur ces questions avant de clôturer. Monsieur Béchir, allez-y. Moi, je voudrais soulever, si vous voulez bien, un problème qui concerne ces partenaires sociaux. Quand on parle des centrales syndicales, quand on parle des patronats, et je crois qu'il y a un problème qui se pose dans plusieurs cas, c'est que ces partenaires eux-mêmes ont besoin de développement des compétences. Ils ne sont pas en capacité de vraiment identifier les besoins, de remonter l'information et de participer dans un cadre de concertation pour le développement des compétences, pour une politique de développement des compétences. Donc, je crois que la faible compétence de l'écosystème qui concerne les partenaires sociaux infecte beaucoup la mise en place et la mise en œuvre des stratégies et des plans de développement des compétences dans nos pays. Voilà le point que je voudrais soulever concernant ces partenaires. Donc, il faut vraiment renforcer les capacités de ces partenaires. Il faut les mettre dans un climat, disons, dans un environnement incitatif qui leur pousse de plus à participer, à avoir de la motivation pour participer à la mise en œuvre de ces politiques et même à la conception de ces politiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que c'est un point très important. Ça, nous, ici au centre, on le sent réellement. Avec Pedro, justement, on est en train de travailler aussi l'année prochaine pour revisiter des offres de formation, en particulier justement pour les partenaires sociaux. On est vraiment conscient de ça et je pense, Monsieur Béchir, vous avez pointé les deux points importants. Donc, d'un côté, les organisations d'employeurs et de travailleurs doivent avoir plus de compétences pour participer d'une manière finalement plus significative à ces débats des politiques. De l'autre côté, vous l'avez appelé environnement incitatif. Je pense que ça, c'est très important. Moi, je n'ai fait l'expérience dans pas mal de pays en Afrique aussi. Quand le gouvernement a réellement voulu, partager le pouvoir, partager la prise de décision, etc. Donc, une incitation réelle à participer, effectivement, les partenaires sociaux ont répondu présent. Et donc, oui, c'est évidemment comme tous les mariages, ça doit venir des deux côtés. Donc, très bon point. Peut-être on va prendre encore un autre point de vue sur cette question de l'implication et la participation des partenaires sociaux.
Tout va bien partout? Partenaires sociaux pleinement impliqués, appropriés, tranquilles? RDC ou encore en Guinée? Allez-y, M. Condé. Merci. Pratiquement, c'est la même chose. Hein. Nos partenaires, comme le dernier à intervenir, même chez nous ici, c'est évident, les partenaires sociaux ne sont pas suffisamment informés de leur implication et surtout de la portée de leur implication dans la qualification du processus de développement des compétences de manière générale. Et je crois que c'est nécessaire de le faire. Nous, on a quand même tout dernièrement essayé de les impliquer en amont dans le cadre de l'identification de leurs besoins à travers ce qu'on appelle la co-construction des programmes de formation. C'est-à-dire que lorsqu'on doit élaborer désormais un programme de formation orienté dans un domaine donné, que ce soit en plomberie, en électricité ou autre, c'est-à-dire qu'on invite les entreprises concernées à prendre part à l'identification des besoins et ensuite dans la formulation des curricula avec le département en charge de l'élaboration des programmes au niveau du ministère concerné. Mais c'est une évidence, ils ne sont pas suffisamment outillés, mais aussi suffisamment informés du rôle prépondérant qu'ils ont à jouer dans le cadre de la qualification du système de manière globale. Et je crois que la proposition que vous faites là, ce serait pas mal pour aider, parce que le problème, il est beaucoup plus culturel. C'est-à-dire qu'on n'a pas intégré cet aspect-là. Et encore mieux, comme vous l'avez dit tout de suite, le fait que et les syndicats, la société civile n'intègrent pas le fait qu'ils ont un rôle à jouer dans le cadre de la qualification, que ce soit en amont ou en aval, surtout en matière de suivi, ça retarderait justement les initiatives de mise en œuvre. D'où la nécessité de faire en sorte qu'à la fois les ministères, les centres de formation technique et professionnelle, mais aussi les autres acteurs, que ce soit la société civile et les syndicats, puissent avoir la même information et qu'eux aussi puissent connaître leur rôle, qui est vraiment un rôle déterminant dans le cadre de la qualification, afin de permettre à nos États de pouvoir mieux qualifier le système d'enseignement et de développement des compétences. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Impliqué dans toutes les étapes, impliqué surtout en amont. Je pense que quand on parle d'appropriation, on rentre dans une dynamique dans laquelle le gouvernement définit, développe, et les autres doivent s'approprier. Donc, le schéma dont Pedro nous a parlé diffusément, c'était plutôt de dire, dès le départ, il faut co-construire. Comme M. Condé nous parle des programmes de formation, un peu pour les politiques, pour le système de gouvernance, ça pourrait valoir la même chose. Pedro, je te laisse peut-être la dernière minute pour une petite conclusion. Bon, après, c'est un débat qui pourrait continuer pendant des heures et des heures, mais on va clôturer. Il y a un niveau de conscience sur les défis très, très grand et je pense une potentielle solution. Je ferai référence aussi à la question de la communication parce que ça a été aussi discuté beaucoup et je pense que c'est très important. Pas seulement la communication entre les ministères, mais aussi la communication pour faciliter les solutions sectorielles. Parce que ce qu'on vérifie beaucoup de fois dans les pays, c'est qu'il y a de la communication des acteurs au niveau sectoriel, mais pas pour discuter les compétences et l'apprentissage et tout ça. Et ça, c'est aussi une chose importante. Les personnes ont des opportunités régulières, une communication organisée, régulière sur ces affaires. Et ça construit d'une façon informelle la base pour les initiatives plus formalisées. Mais ça a été vraiment un plaisir et un privilège d'être avec vous et j'espère de vous rejoindre dans les autres occasions. Merci. Merci beaucoup, Pedro. C'était un plaisir. Merci beaucoup à tous les participants qui ont participé de manière très, très active.
Merci à Pedro aussi pour avoir posé les bonnes questions. Je pense que ça a aussi suscité un beau débat. Et on se reparlera la semaine prochaine. La semaine prochaine, on aura un intéressant webinaire sur les approches par compétences et l'approche par compétences comme outil qui articule les différentes dimensions d'une politique de développement des compétences. Donc, on sera rejoint par M. Alexandre Berton-Dumurger de l'AFD qui va nous donner son point de vue par rapport à cette thématique. Donc, encore une fois, merci Pedro pour ton intervention, pour ta présentation qui sera disponible ensemble avec l'enregistrement du webinaire sur notre plateforme d'apprentissage pour votre aussi consultation ultérieure. Merci beaucoup et encore à tout le monde une bonne journée et une bonne fin de semaine. On se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Encore une fois. Merci beaucoup. Merci, M. Stefano, M. Pedro, merci les collègues. À bientôt, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah. Merci.